Avant de commencer, là, vous voyez un slide avec tous les sponsors qui ont rendu cet événement possible. Moi, il faut vraiment qu'on les remercie et qu'on prenne un petit peu de temps pour les remercier parce que il y a deux choses. C'est que sans les sponsors, je pense que ce genre d'événement, Agile Tour, de toutes les villes qui existent, n'aurait pas le niveau de qualité que vous avez depuis ce matin à Bordeaux et puis dans tous les événements qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est un grand merci pour eux. Et la deuxième chose, c'est que Nico m'a soufflé dans l'oreillette qu'en fait, Bordeaux, c'est le dernier événement où l'événement est entièrement gratuit pour vous, participants. Donc rien que pour ça, c'est grâce aux sponsors. Donc un grand remerciement à eux. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils sont tous là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Nico. Oh, ça, j'entends applaudir. C'est que le retour son est bon. Ok, c'est cool. Donc merci à eux. Je ne sais plus qui se présente en premier, Nico. Je crois que c'est moi, hein. Vas-y, vas-y. Donc moi c'est Aurélien Morvan. J'aurais dû être avec vous, mais quand on a poussé la session, bah, j'avais déjà booké des choses avec ma petite tribu. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, tout est marqué là. Si ce n'est que moi le week-end je suis moniteur sur Elastic. Alors, c'est vrai en fait, hein, j'accompagne des gens à faire le grand saut. Et la semaine, je sais pas trop me qualifier si je suis consultant, coach d'orga, coach agile. Enfin, choisissez le terme à la rigueur, ça m'inquiète. Enfin, ça m'intéresse peu. Mais la semaine, c'est une autre de mes activités. Et je vous dis ça parce que dans les deux cas, mon job, c'est d'accompagner les gens vers ce changement qu'ils vont embrasser et qu'ils soient à l'aise avec et que ça leur apporte de la valeur. Voilà pour ma part. Et je laisse la parole à monsieur. Et donc, moi, je m'appelle donc Nicolas Ploquin, je suis coach Lean chez Octo Technologies et donc j'accompagne des équipes, des programmes agiles avec une petite pincée de Lean et des accompagnements managers et dirigeants. Et donc, le week-end, moi, je m'occupe de mes deux petits équipiers de vie. Oh, comme ça. Et tu peux reprendre la suite. Ouais, en fait, pour être transparent, cette conférence, on l'a déjà jouée à distance, mais on était tous les deux à distance pendant un Chou Harry Club à Toulouse. Et c'est la première question qu'on s'est posée avec Nico, c'est bien, c'est deux approches différentes, parfois qu'on oppose, mais c'est quoi l'objectif de ces deux approches? Euh, pour moi, côté, je vais défendre ou argumenter sur l'agilité. Il n'y a pas de notion de défense, mais je vais argumenter sur l'agilité. Pour moi, l'agilité, c'est faire le bon produit pour le bon client au bon moment et surtout quelque chose qu'on oublie très régulièrement avec une optique de qualité qui est optimale. On va chercher à faire un petit diamant pour notre utilisateur. Pour vous, Alors, pour nous, pour moi en tout cas, si je veux essayer de résumer le Lean en quelques mots, ça va être justement ça. Ça va être améliorer la satisfaction du client et on va avoir une méthode assez bien à nous. Ça va être en développant les personnes. Et on va voir justement dans la conf comment on va faire. on- alors, on aurait pu vous faire un historique de l'agile, du lean, des deux mélangés. Bon, déjà 50 minutes, honnêtement, ça serait trop court, hein, on va pas se mentir. Deuxièmement, nous, par le passé, moi, j'ai vu une personne géniale qui s'appelle Christophe Kéromen, qui a partagé déjà ce genre de retour, et je vous invite à aller consulter ce qu'il a pu faire. Nous, ce qu'on a préféré, c'est regarder ces deux approches. Je parle même pas de méthode, hein, je parle de ces deux approches sous l'angle de 5 principales thématiques qui, en même temps, chaque thématique aura pu faire l'objet d'une conférence. Donc, on va essayer de sortir le maximum de valeur de ces 5 thématiques dans le temps qui nous est donné, sur lesquelles, en plus, ces thématiques, souvent, il y a des détracteurs qui arrivent pour dire, ah ben, vous voyez, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Enfin, il y a toujours des bonnes raisons pour que ça ne marche pas. Les 5 thématiques, elles sont là, hein, dans le désordre, on va aller sur le cost killer. Forcément, on va y aller, hein, que ce soit sur l'agilité ou sur le lean. Ensuite, on parlera du management un petit peu. Vous savez, le truc dans l'agilité qu'on a mis de côté parce que ça ne sert à rien. Il y a d'autres Ensuite, choses. ouais. Ensuite, on va partir sur la mesure et les KPI. Donc, vous savez, les trucs pour juger, identifier les mauvais, pour pouvoir les virer. Non, c'est pas ça, hein. Euh, coupe. Non, et on va parler d'amélioration continue. Donc ça, l'amélioration continue, c'est au cœur du Lean, bien évidemment, et c'est aussi au cœur de l'Agile, et on l'oublie malheureusement assez souvent. Et on va parler de time box, cette notion qui nous permet de vouloir, en tout cas préférer réussir plein de petites choses régulièrement
plutôt que d'en rater des grosses une fois par an. Mm. Et donc, on va commencer par le Ouais. time. On vous propose de commencer par la notion de time box. On va regarder sur le côté agilité. Donc en fait, c'est un fondement, c'est un des fondements de l'agilité. Hein, on met tout dans enfin, tout dans des boîtes de temps, ce qui nous permet d'avoir du retour. Alexis, juste avant, parlait de feedback. C'est un des fondements, c'est d'avoir une boucle de feedback la plus courte possible. Alors, petite parenthèse, on ne va pas parler de le feedback qu'on livre à l'utilisateur à la fin de chaque itération, sprint, choisissez le terme suivant votre méthode. Ça, c'est un faux sujet. C'est même pas le propos de l'agilité. On va parler la notion de feedback au sens avoir un retour qui nous permet de savoir si on va dans le bon sens. Donc, un bon exemple, c'est le dessin que je vous ai mis attendez, pour vous, il doit être à droite. Ça doit être ça. C'est la boucle de feedback de l'extreme programming. C'est la première et seule méthode dont on va parler parce que le schéma qu'avait formalisé Don Wells en 2009 est vraiment intéressant. C'est qu'on voit qu'à tout moment, dans le travail quotidien, on a une boucle de feedback qui peut aller de quelques secondes à quelques mois. Quel est l'intérêt de cette boucle de feedback? C'est de savoir si on avance dans le bon sens. J'ai un ami qui un jour m'a dit, ou j'ai dû dire un jour, je ne sais plus, il vaut mieux boiter dans la bonne direction que courir dans la mauvaise. Vous voyez à peu près l'image. Bon, pour savoir si on court ou on boite dans la bonne ou la mauvaise direction, il nous faut du feedback. Et cette time box, c'est le but de collecter du feedback. Ça nous permet de savoir si on est toujours pertinent par rapport à un contexte, que ce contexte soit courbé, inflexé par le client, par vous, le fournisseur, ou même par les conditions extérieures. Je prends l'exemple tout bête, 2020, mars 2020, je pense qu'aucun de nous dans cette salle se disait, tiens, pour les 4 prochains mois, je vais travailler depuis ma maison et je ne vais pas revoir mes collègues. Donc, la boucle de feedback, elle en prend un petit coup dans l'aile et on va essayer de s'ajuster très rapidement. Donc, pour moi, c'est ça, cette notion de time box. C'est pas juste mettre du temps pour avancer, c'est avoir du feedback. Et toi, Nico, dans le Lean, vous appréhendez le temps comment? Donc, nous, on n'a pas de... comme dans l'agile, on n'a pas ces boîtes de temps. En tout cas, ce n'est pas des boîtes de temps qui sont faites par l'organisation ou par les méthodes. En fait, nous, notre boîte de temps, finalement, ça va être le client qui va nous les créer. En fait, le premier truc du Lean, ça va être d'essayer de regarder, de comprendre ce que veut le client et surtout ce qu'il va vouloir et à quel rythme il va le vouloir. Quand est-ce qu'il va le vouloir et à quel rythme il va vouloir être livré. Un exemple tout bête qu'on fait régulièrement en Lean, c'est de se dire que sur un projet qu'on doit livrer, on va faire l'étude, on va regarder la conception, on va faire une story map par exemple, et on va avoir 40 user stories à livrer dans 2 mois. 40 user stories à livrer dans 2 mois, ça veut dire 20 user stories par mois, ça veut dire 5 user stories par semaine, ça veut dire une user story par jour. Donc en fait, on va avoir cette réflexion-là, et finalement, notre time box, ça va être tous les jours, et essayer de sortir une user story. Et donc en faisant ça, on va clarifier notre daily. Le daily, c'est plus... on raconte un peu ce qu'on a fait, tout ça. On est juste en train de se dire, on doit sortir une user story, on prend laquelle. Et ça va être très structurant pour nous parce que ça, on se voit bien qu'on essaye de livrer, donc c'est le dernier maillon d'une chaîne, hein, d'un processus. Dans les processus, il y a souvent des équipes qui font potentiellement la conception, l'archi, il y a les devs, il y a les tests, les DevOps, il peut y avoir plein d'étapes. Mais en fait, c'est la dernière chaîne qui livre au client. Le dernier maillon, c'est le déploiement, on peut dire. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas déployer, bien sûr, ce que je viens de dire, hein, c'est de déployer au rythme du client. Mais du coup, il va falloir tester au rythme du déploiement, il va falloir développer au rythme des tests, il va falloir faire la conception au rythme des devs. Ça va dépendre de votre processus. Mais en tout cas, on va créer une espèce un processus et qui va être rythmé et cadencé par le rythme de consommation du client, du début à la fin. Et ça va être le premier truc du Lean, c'est qu'on va essayer de créer donc un flux continu de valeur vers notre client, qui va être tiré donc par la demande du client. Et tout ça, vous imaginez bien, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de réfléchir, mais dans mon contexte, c'est pas possible. Dans mon contexte, il y a plein de trucs. L'autre jour, j'étais sur Jira, dans une colonne, il y avait 80 tickets. C'est pas possible de les faire passer un par un. En fait, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va avoir plein, du coup, de blocages. On va avoir plein de problèmes. Et c'est là qu'on va lancer la notion d'amélioration continue.
Parce que c'est grâce à ces problèmes qu'on va s'améliorer. Next. Et donc, j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Je sais que tu sais. Alors, c'est quoi? Exact. Alors, c'est un écart c'est un écart de performance par rapport à ce qu'on aimerait faire. On aimerait livrer, tout à l'heure, je parlais de livrer une user story par jour. Bah, si on n'y arrive pas, on a un écart de 1, et c'est notre problème. Et donc, c'est un problème sur lequel l'équipe peut travailler et peut aller chercher de l'amélioration. Donc, chaque problème, on va voir ça et on va pouvoir le saisir comme une opportunité d'améliorer le processus et ou le produit. Donc ça, c'est un des points hyper importants, c'est de créer un flux tiré qui va nous permettre d'améliorer chaque jour le processus. L'élément clé du problème en ligne, c'est qu'il est chiffré. On a un chiffre. Si on n'a pas de chiffre, ça veut dire que c'est un souci et c'est pas ce qu'on va regarder. Ce qu'on veut, c'est un élément chiffré. Un truc tout bête, je suis en train d'accompagner actuellement un gros groupe là, et il y a plusieurs équipes, donc une quinzaine d'équipes, un programme d'une quinzaine d'équipes, et ils ont des problèmes d'environnement. Ils ont des problèmes d'environnement depuis très longtemps, et ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, ils ont des problèmes d'environnement. Et moi, quand je suis arrivé, je dis, OK, mais c'est quoi le problème? Bah, les environnements, ils ne marchent pas. Oui, mais c'est quoi votre problème? J'ai mis je ne sais pas combien de temps avant de comprendre que sur les 15 équipes, et sur les 100 user stories qui étaient prévus par sprint, il y a 50 user stories qui ne sortent pas à cause de ces environnements. Donc le problème, c'est 50. Le problème d'environnement, ce n'est pas un problème, c'est une cause d'environnement. Et donc quand on va voir après la direction, avant on y allait en disant il y a des problèmes d'environnement, maintenant on y va, bah, il y a 25% du delivery qui est dans les choux. Bon. Le discours est légèrement entendu différemment côté direction. Et donc tout ça, on va le régler à grands coups de PDCA. Alors PDCA, pour faire très vite, hein, c'est l'outil du Lean. En gros, si vous ne faites pas de PDCA, vous ne faites pas de Lean. C'est l'outil du Lean. On a un problème chiffré, hein, des user stories qui ne sortent pas, problème de qualité ou quoi, on verra après. On a un problème chiffré, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de étudier les causes, ou en tout cas de faire des hypothèses de causes avec l'équipe. On va essayer de remonter à la cause racine. Et suite à ça, on va faire des hypothèses de solutions, ce qu'on va appeler des contre-mesures. Ce ne sont pas des solutions, justement, ce sont des contre-mesures qu'on va pouvoir essayer. Donc là, tout ça, c'est dans le P. On va essayer dans le D, on va le do, on va le faire. Dans le C, on va checker. Alors, c'est super pratique parce que comme on a une mesure en entrée, ben, on va pouvoir le checker en reprenant la mesure en sortie. Ça, c'est pratique. Et dans le A, on va acter ce qu'on a appris. Alors moi, j'aime bien le A en anglais. En français, j'aime bien le dire qu'on apprend. Parce qu'en fait, on apprend toujours. Parce que bah, si ce qu'on a fait, ça marche, bah, c'est super, on a appris que ça marchait. Si on améliore un petit peu la mesure, eh ben, c'est bien. On a appris qu'on était sur la bonne voie, mais il va falloir repartir pour apprendre d'autres trucs. On a d'autres trucs à aller craquer. Et puis si on n'a pas appris, bah, si le check est mauvais, bah, c'est super parce qu'on a appris qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et donc on va essayer autre chose. C'est la mesure qui valide l'apprentissage. Et la mesure, c'est super bien parce qu'elle est complètement décorrélée de l'opinion. Parce que l'opinion, finalement, c'est ce qui nous freine dans nos apprentissages. C'est Deming qui disait que sans données, vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion. Alors quand on se fixe sur nos opinions, on en corrige plein des problèmes. Et donc le PDCA avec la mesure, on essaye de passer outre les opinions et on arrive à créer de la connaissance validée par la mesure. Et tout ça, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. On n'attend pas la fin d'un sprint ou quelque chose qui va arriver très longtemps après. On le fait dès qu'on rencontre le problème. Et donc ça va tirer d'autres choses. On le fait pendant que la scène de crime est chaude, comme on dit. Ça va être quelque chose... J'ai entendu pouffer. Ça va être quelque chose qui va tirer beaucoup d'éléments du manager. Parce que le manager, ça paraît rien comme ça, mais il va falloir qu'il mette chaque jour, chaque personne, en situation de pouvoir améliorer le processus et ou le produit. Ça lance quelque chose d'assez important parce que chaque jour, les gens doivent reconnaître une situation OK d'une situation KO. Et surtout, quand ils voient la situation KO, les gens doivent pouvoir s'arrêter et réfléchir à cette situation KO. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on fait pour que la prochaine fois, je le fasse mieux? On ne sort pas de l'activité. C'est le job des personnes. Ça, c'est un truc que parfois je vois quand j'arrive dans des équipes agiles, c'est le fait de sortir de l'activité. Ah, on fait ça.
On sort un petit peu et puis on se met dans on se met dans une salle à part, on se met plus sur nos PC et on va s'améliorer. On va faire une rétrospective. Rétrospective, c'est on regarde dans le rétroviseur. Sauf que le problème, il est passé il y a longtemps. Donc là, on est dedans. Quand on est dedans, c'est là qu'on s'améliore et c'est là qu'on sait mieux les choses, qu'on a toutes les données chaudes dans notre tête pour pouvoir étudier les sujets et s'améliorer. Et un truc tout bête, hein, une question que je pose souvent pour matérialiser ça, on est jeudi là, je vais vous poser une question et je ne demande pas la réponse. La réponse, vous la dites dans votre tête si vous voulez, mais dès que vous avez la réponse dans votre tête, vous levez la main, juste pour me dire « Ah, c'est bon, j'ai la réponse ». Donc là, on est jeudi. Vous avez mangé quoi lundi midi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je voulais attendre qu'il y ait la moitié de la salle à peu près, mais bon, je ne vais pas attendre toute la conf. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est un truc qui s'est passé il y a 3 jours et c'est juste qu'on a mangé. Imaginez vous améliorer sur un truc qui s'est passé il y a 2 semaines avec un problème d'intégration, de technique, de version de je sais pas quoi. Là, je demandais juste carottes steak haché, quoi. Donc voilà. Donc c'est ça un peu. Et du coup, vous, côté agile, c'est toutes les deux semaines, c'est ça, hein? Ouais, ok. Tu aurais pu dire c'est toutes les 2 semaines, puis c'est l'affaire que d'un seul type, le facilitateur de l'équipe. Il y a de quoi dire hein, sur l'agilité et l'amélioration continue, c'est sur le slide d'après. Alors, je vais revenir sur un truc. Euh, Souvent, moi, j'ai vu des organisations où, pour l'amélioration continue, il faut voir avec David là-bas. Enfin, il y a un David dans la salle? Il n'y a pas de David dans la salle, si. Bon, désolé David, si c'est toi alors. Voir avec David, c'est lui qui nous améliore. Ce qui est bien connu, hein, parce que en plus, quand David, le facilitateur de l'équipe, il n'est pas là, bah, bon, je ne sais pas trop s'il faut qu'on s'améliore. David n'est pas là, on va peut-être gagner du temps. Donc non, moi, ce que j'aime bien de ce que tu as dit, c'est que, et ce que je retrouve aussi dans l'agilité, c'est que l'amélioration continue, c'est le job de tous. Moi, je pose souvent une question, et ça va être compliqué d'avoir un retour, mais bah, c'est pas grave, gardez la réponse pour vous. Je vous donnerai 3 types de réponses que j'ai pu avoir dans le passé. C'est pour ceux qui aiment marcher ou courir, quand vous avez un petit caillou dans la chaussure, qu'est-ce que vous faites? Voilà, réfléchissez bien. Je vais vous donner 3 types de réponses que j'ai. Alors parfois, certaines assez particulières. Si vous vous reconnaissez, bah, je ne peux rien pour vous, hein. Comme disait Alexis tout à l'heure, il y a la médecine après pour vous. Donc il y a ceux qui vont vous dire tout de suite, bah, j'enlève la chaussure, j'attends pas 3 semaines, j'enlève la chaussure et puis j'enlève le petit caillou et puis je remets la chaussure, je repars, j'ai un déclenchement de dopamine qui fait que je suis content et ça tout se passe bien. Vous voyez ceux qui vont chercher à coincer ce petit gravier là entre le gros orteil et l'orteil d'après. Il y en a dans la salle là qui se sentent un petit peu gênés parce que c'est leur réponse. Ok, il n'y a pas de souci, il faut vivre avec. Et il y a ceux qui disent moi c'est pas grave, je continue à courir comme ça. Et puis ce soir j'enlèverai le caillou. Euh, et on a l'impression que souvent l'agilité, l'amélioration continue, oh là là, l'amélioration continue dans l'agilité, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Je suis pas forcément fan. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retourne sur le leitmotiv de base. Je vais aller lire un bouquin. Enfin, je vais vous lire l'extrait d'un bouquin qui s'appelle Le Manifeste Agile, 2 pages. Donc, a priori, on est tous capables de le lire. Il n'y a pas de suspense, hein. Par contre, il y a un truc qui est dit, c'est à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Intervalles réguliers. C'est ça que Nico est venu nous chercher là sur l'agilité. On s'améliore toutes les 2 ou 3 semaines. Euh, c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi l'intervalle régulier? Ils sont sympas les 17 gars là qui se sont vus en février 2001, mais nous on veut une baguette magique, quoi. Donnez-nous la réponse, c'est quoi le bon rythme? Est-ce qu'il faut que je travaille et je m'améliore en toussant? C'est-à-dire, une fois de temps en temps, je vais m'améliorer, et puis tout le reste du temps, je suis en apnée, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Non, moi je pense qu'il est important de chercher à s'améliorer de manière continue, amélioration continue. Je vous donne un exemple, dans le temps, j'ai eu une équipe, alors il y avait plein de causes, mais l'entreprise, on va dire, je vais rester assez sobre là-dessus, disait ouais, mais l'amélioration continue, là, vos réunions de rétrospective, c'est bien sympa, mais les gars, pendant ce temps-là, ils codent pas. Ouais, enfin, ça reste du travail quand même pour améliorer, parce que si, encore une fois, pendant des mois et des mois, ils fonctionnent pas bien, ils vont se retrouver un petit peu paumés et ils vont être limités en fait, limités en termes d'efficacité. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse le faire régulièrement. Alors, ah ouais, mais 2 heures toutes les 3 semaines, tu te rends compte?
Tu vois, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut faire un truc tout bête, on se fait ça, allez, 15 minutes tous les jours. Puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème à corriger? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre demain? Et là, tu vois, ah ouais, c'est bien ça, 15 minutes tous les jours. Alors déjà, pour l'entreprise, ça rentrait pas dans les feuilles de temps, 15 minutes. Donc ça, c'est formidable, j'ai réglé deux problèmes d'un coup. Puis, bah, c'est tout bête, c'est que le soir, c'est frais dans notre esprit, et on se dit, bon, franchement, si demain on retrouve cette situation-là, ça va être chiant quand même. Excusez-moi pour mon vocabulaire, il est très tôt pour moi, et j'ai pas activé tous les filtres. Ça va être ennuyeux quand même si on retrouve ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour demain pour s'assurer que ça se passe bien? Alors, c'est du ressenti, ça parfois c'est du mesurable, c'est du factuel, mais au moins il y a un effort quotidien et régulier pour s'améliorer. Et là, je me rends compte qu'en en vous racontant ça, je suis en train de faire du lean dans de l'agilité. Et là, ça me gêne parce que c'est quand même mal vu le lean, donc je ne sais pas quoi en faire. Enfin, bref, si on doit conclure sur ce sujet-là, l'amélioration continue, je pense que Nico me rejoindra là-dessus. C'est que pour s'améliorer, il est important de savoir mesurer qu'on s'améliore. J'ai vu le blog de, comment ça s'appelle, là, My Lean Experience. Bon, c'est un gars, il dit un truc, il y a des bons et il y a des mauvais KPI. Donc, comment est-ce que je mesure que je m'améliore? Tu saurais nous en parler, Nico? Ouais, vite fait, je connais à peu près le gars qui a écrit le blog. Donc on va passer en effet sur les KPI. Alors je sais que ça fait grincer des dents, hein, et les KPI, et c'est parce que ça a été souvent très mal utilisé, hein. Ça, moi, je suis complètement à l'aise pour comprendre ça, que ça a été mal utilisé. C'est souvent des gens qui ont mal compris, hein, ce que c'était. En fait, les KPI, il y a une scène assez forte dont je me souviens, c'est un manager qu'on accompagnait, et moi j'étais en train d'être formé par un coach Lean. Et le manager dit: «Ah, c'est super vos KPI, comme ça je mets ça dans les objectifs individuels des personnes et c'est super cool, ça va marcher». Et le coach était un petit peu embêté parce que, bah, il était juste coach de l'entreprise. Il pouvait pas dire, enfin, il pouvait pas lui dire quoi mettre dans les objectifs. Donc en fait, il a juste dit: «Bah, vous faites ce que vous voulez, mais nous, sachez on n'appuie pas du tout cette démarche». Et là, je me suis dit: «Ouais, il y a sûrement un truc que j'ai pas bien compris». Et en fait, j'avais pas compris que l'objectif premier des KPI, c'est un peu comme les OKR, pour le coup, d'Anne, ce matin, c'est vraiment de montrer, de clarifier le challenge de l'équipe. Le KPI, c'est quelque chose qui doit clarifier le challenge de l'équipe. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit réussir par jour? Quand une équipe Tout à l'heure, je parlais d'une équipe qui doit réussir, une user story par jour, bah, c'est son challenge, en fait. Le daily, c'est, réussir une user story par jour. Et puis avoir des problèmes, il va avoir des causes d'environnement, avoir pour des causes, des trucs d'intégration qu'on n'aura pas vu, on aura plein de choses. Mais tout ça, ce sont des causes. Et son challenge, c'est ça. Et s'il n'y arrive pas, c'est pas grave, en fait. Ce qui est embêtant, c'est de pas aller chercher la cause derrière et pas essayer de le faire. Mais en fait, c'est pas grave, on est OK avec ça. Et donc, un des points importants, c'est que bien sûr, c'est mesurable. Le deuxième point qui est important, c'est que ça ait de la valeur pour le client. Souvenez-vous de ma user story à sortir par jour, elle n'est pas venue comme ça. C'est juste que notre client, il veut un projet, le projet, il a 40 user stories qu'on doit livrer dans 2 mois. C'est pas venu comme ça, en fait. Il y a le client au bout. Et donc, tous les KPI qu'on crée doivent avoir de la valeur pour le client. Et donc, on a différents KPI. On a la satisfaction du client. Donc ça, c'est un KPI qu'on va avoir en mesurant. Alors, on va lui téléphoner, on va faire le NPS. Tous ceux qui connaissent le Net Promoter Score. On va avoir des indicateurs de délai pour savoir le nombre d'éléments qu'on a livrés à temps. On va avoir des indicateurs de productivité, donc le nombre d'US qu'il va falloir sortir par unité de temps, donc par jour, par exemple, qui va nous mettre en avant des variabilités. Un jour, on va en sortir 2, après, pendant 2 jours, on ne va pas en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Et on va avoir des éléments de qualité, bien sûr. Et en fait, il y a une espèce de tension entre ces quatre indicateurs. Ces 4 indicateurs sont indissociables les uns des autres. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'on part du parti pris que si on arrive à avoir une bonne qualité, on maîtrisera notre productivité. On aura moins de variabilité, on maîtrisera ce qu'on est capable de livrer. Si on maîtrise notre productivité, on devrait pouvoir tenir nos délais. Et si on tient nos délais avec une bonne qualité et une bonne productivité, on devrait satisfaire notre client. Enlever un des 4, c'est un jeu que vous pouvez faire chez vous un jour avec ces 4. Vous en enlevez un et vous imaginez ce que l'équipe peut faire avec les 3 autres. Vous allez voir que c'est un peu catastrophique. Ce qui n'en est pas, par exemple, c'est les story points ou les couvertures de code. J'ai encore vu ça récemment.
couverture de code et les story points. Alors, on ne dit pas que c'est pas bien, hein. Les story points, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effort en fait. On juge l'effort qu'il faut faire, qu'il faut dépenser pour pouvoir réaliser une user story. Donc ça, c'est super bien parce que l'équipe, elle doit faire une user story par jour. Donc si elle n'a pas l'effort, ça va être compliqué pour elle. Il va falloir qu'elle s'organise une user story par jour. Elle va, en tout début, elle va essayer de prendre une user story hyper simple. Donc il faut qu'ils aient une notion de difficulté. Et pour en sortir une tous les jours, il va falloir la commencer quelques jours avant, en fait. Donc il va falloir qu'ils se débrouillent pour faire en sorte de pouvoir être en flux tiré et réussir à sortir une user story par jour. Et donc il va falloir avoir une notion de l'effort. Donc c'est super bien pour l'équipe, mais ce n'est pas un KPI parce que ça n'a aucun sens pour le client. Et donc tous ces KPI-là, ils vont servir. Alors, pour info, on ajoute aussi depuis quelques temps un KPI qui est la satisfaction collaborateur. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et dans les accompagnements qu'on est en train de faire, on le rajoute aussi. C'est-à-dire qu'en début d'accompagnement, on prend comme pour le client, on prend la satisfaction collaborateur et on refait le check à la fin pour pouvoir nous améliorer nous-mêmes. Voilà. Et donc, tout ça, dès qu'on a un écart, on le fait à grands coups de PDCA. Et donc, pour vous, les mesures dans l'agilité, c'est toujours des trucs pour juger les gens, c'est ça? C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Tu as commencé à en parler. Effectivement, des KPI, si on en veut, on en a plein, hein. Voilà, vous en avez quelques-uns qui apparaissent. On va vous parler de burn-down chart de sprint, burn-down chart de produit, burn-up chart, velocity, de ROTI. Le ROTI est un KPI, hein. J'ai eu des gens où des facilitateurs d'équipe où leur objectif individuel, c'était que le ROTI de l'équipe soit toujours au-dessus de 4. Voilà, je ne sais pas quoi dire en fait. En fait, non. Pour moi, ce n'est pas le sujet. En fait, il y a deux sujets que je veux aborder avec vous au sujet des KPI. La première chose, c'est ça veut dire quoi KPI? Normalement, c'est Key Performance Indicator. On est bien là? On est tous d'accord? Bon, j'ai l'impression que c'est de l'anglais. J'en profite pour faire de la pub pour là où je suis. On va essayer de le traduire. Donc, qui, ça se traduirait en clé. Pour l'instant, j'ai bon. Indicateur, je ne vais pas mouiller, ça doit être indicateur. Performance, comment vous traduisez? Ouais, ça se voit pas derrière là? L'Empire State Building, mais cette nuit, ils ont construit un truc devant, donc je suis désolé. Performance. Alors, performance, moi, je vais vous livrer ma compréhension de performance. En fait, performance, si je le mets dans un traducteur, genre DeepL ou celui que vous préférez, je vais associer ça à la notion de to perform. Et to perform en anglais, c'est réaliser, effectuer. En aucun cas, c'est de la performance et de la productivité. C'est réaliser le service. Du coup, je ne sais pas, moi, mon utilisateur passe par un service sur votre mobile pour pouvoir acheter un ticket de métro, non, de tramway. Je ne sais pas ce que c'est à Bordeaux, c'est le tram. C'est le tram, hein. Un ticket de tram pour pouvoir prendre le tram, logique. S'il ne peut pas aller au bout, je ne rends pas le service. J'ai beau avoir un CPU sur mes bécanes qui sont au top, j'ai beau avoir produit mes story points, avoir de la business value déployée, en aucun cas je rends le service. Donc pour moi, un KPI, c'est la notion de s'assurer qu'on est bien en train de rendre le service à l'utilisateur. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas la productivité. Ça, vous inquiétez pas, il y a toujours moyen. Par contre, il y a toujours moyen de trouver des gens qui iront chercher ça. Par contre, localement, pour un Ops, savoir comment est le serveur, dans quelle santé est le serveur, c'est super important. C'est un indicateur qui l'intéresse. Est-ce que c'est utile pour toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur? Je ne suis pas sûr. Idem pour les story points que tu évoquais. Alors bientôt, vous allez voir passer des gens derrière moi, vous ne vous inquiétez pas, ils sont gentils. Donc, la notion, c'est de se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'est le bon KPI pour mon produit? Et c'est là, je vais vous emmener, pour pouvoir l'illustrer, je vais vous emmener avec moi dans une entreprise que j'ai visitée, j'ai eu la chance de pouvoir visiter il y a quelques années, qui s'appelait Matériel.net, qui a été racheté par LDLC. Donc, a priori, Bordeaux, c'est plutôt
le troisième larron qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est Discount. Donc, passons. Matériel.net vend du matériel pour fabriquer son ordinateur, mettre à jour son ordinateur, équiper son ordinateur, mais pas que, il y a plein de choses. Et j'étais dans une pièce avec les développeurs et les ops, et quand on a évoqué la notion de KPI, ils nous disent, bah, nous, on suit qu'une seule chose. On suit le graphique qui est là sur la télé, et il y a le même écran qui est répété au marketing, et il y a le même écran qui est répété au niveau des gens sur la chaîne de packaging pour envoyer les colis. Et cet indicateur, c'est le nombre de commandes glissantes sur une semaine. Donc c'est un graphique, il est assez stable. Je ne peux pas vous livrer les chiffres, hein, parce que ce serait pas gentil par rapport à cette entreprise et ces équipes-là. Mais voilà. Et j'ai dit, ah, c'est super intéressant, vous en faites quoi? Et leur réponse a été, bah, c'est simple. Si le nombre de commandes glissantes sur une semaine commence à décroître, c'est pas bon signe. Mais alors, c'est pas bon signe pour le marketing, c'est pas bon signe pour le dev, c'est pas bon signe pour l'ops, c'est pas bon signe pour tous les individus de la chaîne de valeur. Donc, c'est de se dire, se poser les bonnes questions. C'est quoi le bon KPI? C'est certainement pas des choses qui permettent de mesurer et juger les gens comme m'a tensé Nico. Donc, pas facile de définir. Vous vendez pas tous des produits informatiques en ligne. C'est pas au coach, c'est pas au facilitateur de le faire. Pour moi, c'est un travail avec tous les acteurs pour comprendre ce qu'on veut monitorer. Dans le ligne, Nico, c'est plus facile. Je suis sûr que tu as une bible avec tous les indicateurs, pas besoin de les déterminer, non? Oui, alors tout à fait, il y en a 4852. Non, on va tous les rémunérer. Non, on ne va pas faire ça. Je peux passer. Et donc, nous, ça va être le management, la direction, qui va nous fixer, ou en tout cas qui va expliciter un petit peu ces KPI-là. Alors, ça va faire partie d'un rôle donc du Toyota Way. Le Toyota Way, alors ça, je fais juste une petite parenthèse parce que le Lean, souvent, il est réduit à un système de production. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Lean, c'est un système de production qu'on appelle le Toyota Production System, le TPS, et c'est également un système de management qu'on appelle le Toyota Way. Et donc, c'est dommage de réduire le Lean à qu'un système de production parce que ça, c'est super puissant. Quand je vous disais tout à l'heure que je faisais de l'accompagnement manager et direction, en fait, on fait que de l'accompagnement là-dedans et quasiment pas finalement de TPS. Qu'est-ce qu'on a là-dedans le premier point, ça va être le challenge. Et le challenge, ça va être une vraie compréhension du client par la grappe managériale. Et en gros, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour satisfaire les clients. Et là, c'est compliqué. Cette question, derrière ça, vous imaginez tout ce qui va être tiré. Comment on peut faire, nous, entreprise, pour satisfaire nos clients? Et pour ça, on va avoir des gestes. Alors, on n'utilise pas trop tout ce qui va être persona et réunion, tout ça. Nous, on essaye comme on est avec la mesure, tout ça, on essaye d'être assez proche de la réalité. Et pour être proche de la réalité, on va aller voir notre client. On va téléphoner à notre client. On va lui demander des NPS. On va lui demander une note sur ce qu'on est incapable de livrer. Et notamment, on va pouvoir faire d'autres trucs complètement dingues. Alors, c'est pas dingue dans le Lean, mais c'est complètement dingue parce que quand on le demande, on voit les yeux qui... C'est d'amener le management au support, les managers au support. Ramener les managers au support, alors on ne les amène pas pour serrer les mains aux gens qui font le support. Hein. On les amène au support, ils s'assoient, ils prennent un casque et ils répondent au support. Et en fait, le support, on l'oublie tout le temps, mais c'est souvent dans une salle à part, voire même délocalisé ailleurs. Sauf que le support, vous avez des centaines de clients qui vous appellent pour vous dire comment vous améliorer. C'est une mine d'or, le support, pour s'améliorer. Quand on voit le support qui est délocalisé ailleurs, ça fait un petit peu mal au cœur. Vous avez des clients qui dépensent des sous, qui fait des tickets, ils prennent du temps à vous écrire des choses qui ne vont pas chez vous pour vous améliorer. Vous n'avez plus qu'à cueillir. Et donc, quand le management est très aligné là-dessus, eh bien, on va pouvoir aller faire des voix du client et on va pouvoir notamment définir des KPI sur ce qu'on veut vraiment et sur ce qu'on veut comme niveau de qualité, ce qu'on veut au niveau de productivité, de délai, etc. Et ça, c'est une première chose, c'est le challenge. On va clarifier le challenge. On va montrer aux équipes où est-ce qu'on veut qu'elles aillent. Maintenant, on va les accompagner. Pour les accompagner, on va avoir l'aspect teamwork. Le teamwork, ça va être comment on fait pour travailler tous ensemble. Parce que dans des équipes, l'équipe, elle est autonome. Et une des différences qu'on voit régulièrement aussi avec l'agilité, c'est qu'on va du client au client. C'est-à-dire que moi, quand je parlais tout à l'heure, on parle de la conception, on parle du test, on parle de dev, on parle de déploiement. En fait, c'est toute la chaîne qui nous intéresse. Et donc, voilà, à l'instar de
cette petite équipe que j'avais accompagnée qui avait des grosses difficultés à livrer de la qualité. Donc les développeurs passaient plein d'éléments aux testeurs et il n'y avait que 30% des tickets qui arrivaient à passer du premier coup. 70% revenaient avec des mauvaises qualités, enfin revenaient avec des bugs. Et on a été voir et en fait les testeurs ont dit bah oui mais il y a plein de cas nominaux qui passent pas, voilà. Donc on dit mais les cas nominaux on peut les passer avant ou pas? Bah oui on pourrait les passer avant. Ok, on les passe avant. Hop, on les a passés avant. Ils sont passés de 30 à 50. La belle affaire. C'est toujours mieux, hein, mais voilà. Avant de se rendre compte petit à petit que les testeurs étaient objectivés sur le nombre de bugs qu'ils saisissaient et les développeurs étaient objectivés sur le nombre de devs qui passaient au test. On est passé à 80% de qualité. Ouais, vous reconnaissez la boucle de PDCA là? Vous l'avez reconnue? On a fait un truc, une première boucle, ça s'est amélioré, mais c'est pas ça. On a refait une deuxième boucle et on a gagné. Et ça, c'est cette notion de teamwork. Hein. On a rendu on a clarifié un petit peu la façon de travailler et on a été chercher les autres équipes pour travailler mieux avec eux. Il y a cette notion de Kaizen. Kaizen, c'est le truc qui est un peu moins marrant du manager, c'est d'essayer de pousser les gens à dire ouais, là, il y a un problème, il faut essayer de comprendre. Donc là, je vais aller vers toi et puis je vais te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave ce qui s'est passé. Mais moi, j'aimerais bien comprendre. C'est pas grave, as fait, ça arrive, la situation est compliquée, mais il y a eu un problème. Moi, j'aimerais bien comprendre la cause. Et donc, on va essayer d'amener les gens, on va aller chercher du leadership dans l'équipe pour essayer de s'améliorer. Et pour faire ça, on va chercher dans l'équipe. On va aller faire le Gemba. C'est le 4e point. Le Gemba, c'est quoi? C'est on va aller se rendre dans l'équipe. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, dans le Lean, on aime bien coller le plus possible à la réalité, sortir du monde de l'opinion, rentrer dans le monde des faits. Et pour pouvoir... FITS. Et pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir la réalité du terrain. Parce qu'on peut très bien imaginer hein, le nombre de managers qui nous font des présentations de comment fonctionne l'équipe sur des PowerPoint dans des salles de réunion. Ça, on en a plein. Il n'empêche que quand on va voir sur le terrain, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Et ils ont leur raison. Hein. C'est juste que du coup, ils font autrement et il nous faut comprendre comment ça marche pour nous améliorer. Et le dernier point, c'est le show respect. Un point forcément que je mets en dernier parce qu'il lie tout. Hein, c'est le côté on respecte les personnes et leurs connaissances. Il n'y a personne d'autre qui connaît mieux le travail que la personne qui est dedans. Il connaît bien son PowerPoint, le monsieur, le manager, mais ce n'est pas la vraie vie. Et donc, on va aller à côté des gens, on va parler de leurs problèmes, mais on va leur poser des questions. Et on va leur poser des questions ouvertes sur les problèmes qu'ils rencontrent. On ne va pas essayer de leur dire ce qu'il faut faire. Surtout pas. Le manager, il a son expérience, il est sûrement très bon, mais il n'empêche qu'eux, ils ont les mains dans le cambouis et ils savent beaucoup mieux que nous. Hein. Je me rappelle d'une fois où le chef de projet était désespéré de la qualité des documentations d'une personne qui fournissait une documentation avec plein de fautes. Et en fait, cette personne-là, elle n'était pas française, c'est pas sa langue natale, donc il faisait pas mal de fautes. Et puis il disait mais c'est pas possible, même le correcteur orthographique, ça marche pas. Ça fait 2 ans qu'il fait des docs comme ça, mais il y a plein de trucs soulignés, même avec le correcteur orthographique, il devrait le dire. Et en fait, on a été voir. Alors c'était loin, il a fallu voyager un peu dans un autre pays. On a été voir et en fait, le pauvre, il n'avait pas son correcteur orthographique activé et il ne pouvait pas l'activer parce que c'est bloqué par l'entreprise France. Bon, on l'a fait désactiver, on l'a fait activer en 2 heures, hein, c'était fait, mais en fait, c'est parce qu'on a été sur le terrain qu'on a vu ça. En fait, sinon, on n'avait pas pu le voir. Donc voilà, c'est ça le show respect, c'est être doux avec les personnes. Les personnes, elles font du mieux qu'elles peuvent et c'est juste la situation qui les empêche de réussir. D'ailleurs, il y a des managers dans la salle? Levez la main, les managers. Ah, il y en a pas mal. Posez-vous la question, j'attends pas forcément de réponse, posez-vous juste la question de ce que vous avez fait cette semaine pour aider vos équipes à créer de la valeur. Et du coup, vous, dans l'agilité, les managers, vous les avez foutus à la porte. Hein. Je vais finir par accrocher en fait. Alors, ouais, en fait, non. On va faire un mea culpa. Effectivement, il y a quelques années, de nombreuses années, les gens ont cru que le manager était inutile dans l'agilité. Une méthode que je ne nommerai pas a centré son propos sur 3 rôles. Je ne vais pas les nommer non plus. Et le souci, c'est que
ces 3 rôles sont devenus la référence. Pourtant, il y avait marqué, hein, en gros, à l'entrée de cette méthode, le cadre de travail de cette méthode est volontairement incomplet, ne définissant que les parties nécessaires, peut-être ces 3 rôles, pour mettre en œuvre la théorie de cette méthode. Et malheureusement, certains ont pensé que, comme dans la notion d'ensemble, on va retourner dans vos cours de collège, vous savez, vous faites une patate autour d'un ensemble, c'est A, et ce qui n'est pas dans la patate, c'est A bar. Éléphant, Nico. Enfin, là, je l'ai fait du coup. Mais si c'est pas dans A, ça veut dire que ça n'existe pas, on n'en a pas besoin. Et du coup, beaucoup de gens ont cru que l'agilité, enfin, dans l'agilité, on n'avait pas besoin de management. Et c'est un gros fail. Il y a eu des gros soucis, hein. Moi, j'ai vu des managers se sentir exclus de leur équipe alors qu'elle en faisait toujours partie. C'est juste que on a besoin des managers. On va pas se mentir, le manager, il est important. C'est juste que son rôle évolue. Il y a une dizaine d'années, je donnais une conférence qui s'appelait Moi, manager agile, où suis-je sur cette photo? Et je prenais l'image de la déesse indienne avec X bras. Et je dis, bah oui, en fait, tous les rôles que portait un manager, toutes les activités que portait un manager, plutôt activités, se sont vues en partie prises par un représentant du client, ce qu'on appelle, je ne sais plus, un product owner, était prise par le facilitateur, était même prise par l'équipe. Donc en fait, on commençait à tailler un petit peu dans les bras de la déesse indienne. Par contre, il en reste des bras, hein, il en reste et on en a besoin. Donc c'est juste que ça évolue, son job évolue et on en a toujours besoin. Je pourrais vous chauffer, c'est cool, il n'y a plus de manager, c'est la période des augmentes, là on est au mois d'octobre. Comment vous faites? Ça ne demande pas de réponse, hein. Il y a des entreprises qui y arrivent très bien. Nico, quand on a préparé la conférence, on a échangé sur des entreprises où ça se passait très bien. Est-ce que c'est la majorité des entreprises? Je ne sais pas. En tout cas, pas celle que j'ai la chance ou le malheur de rencontrer, du coup, si ce n'est pas le cas. Euh, donc, son rôle, il est important, c'est juste que son rôle change, son rôle évolue. Euh, il va plus prendre une posture de coach ou de facilitateur, mais à un niveau au-dessus de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe, c'est encore une fois, c'est une famille qui évolue dans un écosystème, l'écosystème de l'entreprise. Et autant on peut avoir une certaine forme d'efficacité, je ne parle même pas d'agilité, hein, je parle d'efficacité au sein d'une équipe, autant dès qu'on va aller travailler avec d'autres personnes à l'extérieur de cette équipe, ben on va être face à des problématiques pour peu que des problèmes, je ne vais pas dire des problématiques, on va dire des problèmes de compréhension. Et il est important qu'à ce niveau-là, il y ait quelqu'un qui puisse prendre du recul. Alors, le facilitateur au sein de l'équipe le peut. Par contre, on va dire, ouais, mais toi, ton avis est biaisé puisque tu défends ton équipe. J'ai rencontré ce genre de situation, c'est pas forcément agréable. Donc j'aime bien dire que son rôle évolue et je prends souvent l'image là du petit monsieur avec un balai. Alors, il n'est pas là pour faire le ménage, hein. Attention, on n'est pas en train de dire ça. Mais je prends l'image du sport très très développé en France qui s'appelle le curling. Je pense que tout le monde s'est réveillé une fois à 3 heures du matin pour regarder un match de curling au JO, ou pas. Mais vous savez, cette personne-là qui, avec son balai, frotte la surface de la glace pour pouvoir faire en sorte que la pierre, c'est le sport, hein, on va pas détériorer leur terme technique, la pierre puisse se positionner au même endroit. Donc il balaye pour pouvoir accélérer ou ralentir la pierre. Pour moi, c'est ça le job du manager, c'est devenir un facilitateur pour son équipe pour que tout roule pour elle et limite qu'elle ne s'en rende pas compte. Ça serait génial. Par contre, malheureusement, il arrive que ces managers, bah, ils évoluent pas forcément dans le bon sens ou qu'ils sont biaisés par l'entreprise. Moi, j'ai un exemple catastrophique dans mon vécu. Il m'est arrivé dans une entreprise dont, du coup, je vais taire le nom de l'entreprise parce que ça serait aussi pas gentil vis-à-vis de cette entreprise, qui me demande de faire une présentation à tout l'état-major du top management sur l'agilité. Moi, je dis, ouais, il n'y a pas de souci. On l'a fait, on l'a fait. Et à un moment donné, le top manager me dit, OK, c'est sympa votre truc, mais comment j'identifie les low performers avec l'agilité? Donc là, moi, je me sens un petit peu. Et je lui dis, bah, écoutez, dans le pire des cas, vous avez des gens qui ne sont pas à l'aise. Ils vont travailler au quotidien avec des gens qui sont hyper à l'aise. Et comme ça, ils vont quand même, ils vont commencer à évoluer, à se développer, à être à l'aise. Et ça va, enfin, tout le monde y gagne. Votre entreprise va pouvoir prendre de la valeur, ne serait-ce que par les personnes qui sont au sein de votre entreprise. Le gars me répond froidement,
Vous n'avez pas compris ma question. C'est moi, je veux identifier les mauvais pour les virer. Ok. Mais, bah là, j'ai pas de réponse. En fait, ma réponse, elle reste la même. J'ai pas de réponse à cette agilité, n'est pas faite pour ça. Sa réponse a été, votre réponse me convient pas. J'ai dit, mais c'est ma réponse, c'est mon dernier mot. Euh, Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là et qu'on travaille plus ensemble. Ce qui s'est passé 2, 3 semaines après, on a arrêté de travailler ensemble. Moi, j'étais soulagé. C'est bien. Euh, et pour l'anecdote, ils sont revenus 5 ans après nous voir. Et là, on a dit, bah, écoutez, on comprend pas parce que le mindset n'était pas au rendez-vous. Donc nous, on se sent pas à l'aise de travailler avec vous, mais pourquoi pas? Et puis en fait, on a décliné l'accompagnement. On voulait vraiment pas y aller. Et en fait, avec le recul, je connaissais pas encore suffisamment Nico, j'aurais dû lui dire, ah, alors attendez, si vous voulez économiser des sous, franchement, allez voir le ligne, je vous donne le numéro de téléphone de Nico, il va pouvoir vous en parler, vous allez grave économiser. Hein, Nico? Je m'en doutais tellement. Euh, ouais, alors ça, c'est un sujet. Hein, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec le Lean et c'est simplement parce qu'ils ont juste mal compris, pas compris d'ailleurs, c'est pas mal compris le Lean. En fait, le Lean originel de Toyota fait que Toyota, depuis 30 ans, il est leader de son marché. Il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, ils sont passés devant General Motors aux États-Unis. Je ne sais pas si vous savez vous voyez ce que ça représente. Alors qu'il y a plein de managers de Toyota qui ont écrit des bouquins sur le Lean. Ils ont écrit des bouquins, ils savent faire. Les gens devraient savoir faire. Et General Motors s'est fait doubler par Toyota. Il faut être quand même très naïf pour penser que Toyota a cette réussite depuis 30 ans basée sur des licenciements, sur des jugements, du mal-être au travail. Non. Toyota, ils ont cette réussite parce qu'ils ont réussi à mettre main dans la main la performance et la bien-traitance des personnes pour les motiver et pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils soient heureux de bien faire leur travail. En fait, quelque part, si ça marche, en fait, ça marche les low performers. Parce que si on a des managers et des directeurs qui pensent ça, ben, en fait, c'est eux les low performers. Donc ça marche en fait. Euh, les managers et les directeurs qui ont compris le lean, c'est les gens qui ont compris que les gaspillages, les fameux gaspillages du lean, en fait, ce sont les conneries qu'on fait faire aux gens. Désolé pour le terme, hein, mais c'est vraiment ça. Les entreprises, les managers et les directions qui ont compris que les gens font du gaspillage parce qu'on leur demande de faire des conneries, ben, c'est ceux qui vont comprendre comment fonctionne le lean. Et leur activité va être de leur montrer où vous allez et retirer les petits cailloux des chaussures. Le but du lean, c'est de faire avancer plus vite les produits et jamais les personnes. D'ailleurs, il y a Michel Ballot qui avait parlé du dark lean en définissant le lean, moins les choses aussi. Pardon. J'ai changé. Pour conclure, petite phrase de conclusion. Je te laisse commencer, Aurélien. Ouais. En fait, on aurait pu faire une conf sur chacune des thématiques. On n'a pas le temps. Déjà, là, vous avez vu, on est très bavard. Si on devait résumer ces deux approches, nous, on n'a jamais cherché à les opposer. Je pense qu'on c'est un peu l'œuf et la poule. Euh, je, je vais conclure avec ça, moi. J'imagine, certains connaissent Pierre Desproges, de moins en moins d'ailleurs, parce que la population se rajeunit. C'était un comique, et il disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et sur ces deux méthodes, là, et notamment plein d'autres, hein, moi j'aime bien dire un truc tout bête, c'est que le lean et l'agile, on peut en faire partout. Et je vous laisse extrapoler la fin de ma phrase. Réfléchissez-y. Et moi, je termine juste en disant que finalement, le lean et au fond, l'agile, quand on regarde comment c'est structuré, le vrai agile dont parle Aurélien, en fait, c'est des télescopes. Et pourquoi j'aime bien le terme télescope, c'est déjà parce que j'ai dit que je parlerai toujours, je mettrai toujours un petit point d'astronomie dans toutes les conférences que je fais. Et parce qu'un télescope, quand on est professionnel de l'astronomie, quand on regarde dans un télescope, on est capable d'apprendre plein de choses sur la vie, sur la planète, sur le système solaire, sur les étoiles, sur l'univers. Et nous, quand on regarde en tant qu'amateur dans un télescope, bah, c'est très joli. On voit les anneaux de Jupiter. On est super content. On voit plein de petites loupiottes. C'est super cool. En fait, le Lean Agile, c'est ça. C'est des choses qui vont vous montrer des choses à apprendre. Vous allez voir grâce à ces outils, grâce à ces méthodes, ces démarches, vous allez voir plein de choses à apprendre. Il reste
il ne vous reste que vous pour passer professionnel et regarder toutes ces choses que vous avez à apprendre pour améliorer vos produits, vos processus. Ou rester amateur. Merci. Merci à vous. Le rôti. Le rôti. On est très friand de feedback. En plus, il y a des chiffres parce qu'on vous demande une note et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc, n'hésitez surtout pas.